De Bruce Struminger. Je suis directeur du projet ECO à l'Université du Nouveau-Mexique et je suis la première personne à vous donner la bienvenue à cette séance COVID-19, établir les capacités globales, stratégie de vaccination. C'est notre séance de communication d'aujourd'hui. Et j'ai quelques questions d'intendance à réviser très rapidement avec vous avant de plonger dans la partie centrale de la séance d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons des interprètes qui sont disponibles en français et en espagnol. Vous pouvez avoir accès à ceci en cliquant sur le globe qui se trouve en bas de votre page Zoom. C'est le bouton Interprétation. Vous pouvez ensuite choisir français ou espagnol. Et si vous souhaitez entendre le langage interprété seul, faites clic sur Mute Original Audio pour entendre uniquement et exclusivement la voix des interprètes. Nous attendons vos commentaires et questions aujourd'hui. Faites-nous savoir quelles sont vos questions et commentaires dans la case QA. Si vous avez des questions en rapport avec la technologie, la logistique ou le certificat de participation, mettez ceci dans la case chat. Nous allons faire un suivi de QA et de chat pour vous aider au mieux possible. Cette séance est enregistrée. Votre présence est un consentement à être enregistré. Les enregistrements seront partagés après cette séance dans 2-3 jours. Les enregistrements en anglais, en français et en espagnol seront disponibles. Nous allons vous faire savoir quel est ce lien via le chat. Nous proposons également un certificat de participation via l'Université du Nouveau-Mexique. Ce lien vous sera donné à la fin de la séance après avoir rempli un questionnaire de 2-3 minutes. Vous aurez accès à ce certificat de participation électronique. Vous aurez 48 heures pour faire ceci. Que vous sachiez utilisation des données, sachez que vos données individuelles sont anonymes et confidentielles. Les données qui sont partagées avec l'OMS sont désidentifiées. Nous prenons très au sérieux cette question de données personnelles. Cette série de séances en direct sont là pour être en complément avec les séries de l'OMS, l'orientation sur le déploiement national et la planification de la vaccination, et l'autre qui se concentre sur la formation du personnel de soins de santé. Aujourd'hui, nous parlons de la planification du déploiement de vaccination et nous aurons des liens avec vous disponibles dans la case chat. Je passe la parole sur ce à Shoshana Goldin qui travaille à l'OMS. Merci Bruce, merci infiniment. Nous avons quelques annonces avec des actualisations. Tout d'abord, c'est que l'outil de COVID-19 est disponible dans toutes les langues, français, arabe, chinois, anglais, russe et espagnol. Vous pouvez trouver avec un lien qui est indiqué ici. Il y a également une case pour les questions posées en rapport avec la vaccination et donner le sang de la part des mamans. Je voudrais également annoncer que la série Écoutez et apprenez COVID-19, qui est présentée par Boost, va être lancée le 12 avril à 9 h du matin, heure de l'Est des États-Unis. Ceci donnera la possibilité aux personnes qui participent à vaccination COVID-19 de partager leurs expériences, de connecter et de donner des cas d'espèces réels avec leurs solutions. Aujourd'hui, nous allons parler de vaccination et stratégie COVID-19 avec comorbidité, femmes enceintes et environnement humanitaire. Nous aurons, comme d'habitude, une catégorie avec qu'est-ce qu'il vient après et une foire aux questions réservée à la fin de cette séance.
L'objectif aujourd'hui, c'est de donner une compréhension des informations et des ressources qui vont aider les pays à planifier et mettre en place les stratégies de vaccination COVID-19. Nous avons deux objectifs d'apprentissage. Tout d'abord, expliquer les bonnes pratiques pour la planification et la mise en place des vaccins COVID-19 avec des personnes qui ont des comorbidités et pour les femmes enceintes. Ensuite, notre deuxième objectif est de donner un aperçu de comment planifier pour la mise en place COVID-19 vaccination dans des environnements humanitaires. Je vais passer la parole à Joachim pour voir quelles sont les priorités des groupes. Merci, je suis secrétaire. Mille excuses, le son est déficient. Mille excuses de la part de l'interprète, le son d'origine est déficient. Mille excuses de la part de l'interprète, le son est très déficient, impossible de faire une interprétation. Mille excuses de la part de l'interprète, le son d'origine est déficient, il est impossible de faire une interprétation correcte. Mille excuses de la part de l'interprète, le son d'origine est déficient, impossible de faire une interprétation correcte. Mille excuses de la part de l'interprète, le son d'origine est déficient, il est impossible de faire une interprétation correcte. Mille excuses de la part de l'interprète, le son d'origine est déficient, il est impossible de faire une interprétation correcte. Mille excuses de la part de l'interprète français, le son d'origine est déficient, il est impossible de faire une interprétation correcte. J'ai eu écho que le son n'est pas correct pour nos interprètes. Voilà, excellent. Oui, j'ai compris. Je suis désolé. Mon système est passé sur mon ordinateur et le microphone n'est pas celui que je voulais utiliser. J'espère que maintenant c'est bien meilleur. Alors, je vais faire un résumé rapide avec cette diapositive qui montre nos efforts initiaux pour donner la priorité aux populations pour la vaccination dans les communautés avec différentes disponibilités de vaccins dans différents cas d'espèces. Dans la plupart des pays, il y a une étape 1 qui veut dire accès au vaccin qui est limité. Et la priorité souhaitée ici est une vaccination directe avec une réduction directe de la mortalité ainsi que de morbidité et pour pouvoir préserver les services essentiels qui sont les services de soins de santé avec les travailleurs
et ceux qui sont à haut risque d'exposition. Et également les adultes plus âgés, puisque le risque de maladies sévères est plus élevé parmi eux. Étape numéro 2, et pour d'autres groupes, d'autres adultes avec comorbidité et d'autres groupes dans les populations avec un plus haut risque de maladie, y compris pour aller avec d'autres travailleurs et soignants et d'autres groupes, et c'est très important, avec par exemple les maîtres d'école. Voici donc la feuille de route que nous avons utilisée, préparée pour les vaccins qui ont été mis à disposition. Passons à la diapositive suivante. Il s'agit simplement d'un aperçu des vaccins que nous avons étudiés pour l'instant avec les recommandations. Nous avons les 2 vaccins mRNA et 2 vaccins avec virus atténué, et il y a également les vaccins qui vont arriver très bientôt avec l'évolution. Il semble qu'avec les recommandations, même si les vaccins sont différents, les recommandations finissent par être assez similaires en termes de population qui sont objectifs, et nous avons regroupé les populations avec celles où il y a une robustesse d'essais cliniques, et nous avons également là où il y a des informations limitées sur base des essais cliniques, mais nous avons des recommandations qui ont été mises, par exemple pour les femmes enceintes, par exemple à l'heure de donner le sein, ou avec les personnes qui ont un système immunologique compromis. On a peu d'informations. Les informations nous arrivent avec l'étude des vaccins. Nous avons recommandé l'utilisation des vaccins pour les personnes à haut risque avec un certain niveau d'information. Les personnes avec comorbidité ont toutes été incluses dans les essais cliniques. Normalement, on ne pouvait pas avoir une analyse détaillée sur le plan de la comorbidité, mais il y a une évidence robuste qui est disponible sur ces essais cliniques. Beaucoup d'informations sont données, d'études, d'observations, et c'est quelque chose qui est en marche et qui est très important. Il y a de grandes différences entre les vaccins par rapport à le stockage et la manipulation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Beaucoup de vous sont bien plus calés dans ce sujet que moi. Une chose que je vous souhaiterais dire, qui n'est pas sur cette diapositive, c'est un mot de faire attention par rapport à l'efficacité des vaccins. L'efficacité des vaccins, comme elle a été déterminée lors des essais cliniques, est dépendant de certains aspects, de la manière dont les essais cliniques sont menés, sur la manière dont les cas cliniques ont été définis, sur la manière dont les tests ont été menés. Donc, faites bien attention avec ces comparaisons directes d'efficacité entre les différents produits. Et c'est tout ce que je souhaitais mentionner comme présentation d'introduction. Merci. Merveilleux. Merci, Joachim. Ah oui, il y a une dernière diapositive. Si vous cliquez sur ceci, vous allez sur le site web de SAGE et vous trouverez un site avec les documents en rapport avec la politique, recommandations et autres orientations nécessaires. Merci beaucoup, Joachim. J'aimerais maintenant écouter ce qu'il y a à dire sur les stratégies de vaccination pour les personnes avec comorbidité. Vas-y, Roy. Oui, merci et bonjour tout le monde. Je vais parler de ce qui a été fait en Ouganda. Je m'appelle Roy Mayaga, je suis le membre de l'équipe d'immunisation en Ouganda, et je suis ici à l'université de Kampala.
nous nous concentrons sur les stratégies de vaccination pour les personnes avec comorbidité. Comme information préliminaire, les objectifs de l'équipe de réponse COVID-19 d'Ouganda à 3 facettes: réduire les maladies sévères et les décès, soutenir le système de réponse national de santé et restaurer la productivité et la santé des Ougandais. Il faut que nous nous sentions sûrs. Pour cela, les vaccins sont essentiels, mais les doses disponibles COVAX sont limitées. Via le ministère de la Santé, il faut voir quels sont les groupes qui vont donner un conseil sur les critères qui devraient être utilisés à l'heure de donner priorité. Cette priorité était basée sur 5 principes guidés par le groupe de travail OMS qui a été déterminé par le présentateur antérieur, et il s'est basé sur le bien-être humain, le respect égal, l'équité, particulièrement pour les groupes qui sont considérés comme plus haut risque de maladies sévères et décès, réciprocité, les personnes qui sont à plus haut risque difficiles à contrôler et ceux qui peuvent infecter plus facilement les autres, et finalement légitimité. C'est très important. Il faut qu'il y ait un processus transparent qui est basé sur les preuves avec l'utilisation des informations et données épidémiologiques et non épidémiologiques. Avec ceci, nous montrons une évidence qui est utilisée pour identifier les groupes à haut risque, se concentrant sur les comorbidités. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Nous avons obtenu des données d'échantillons de 7233 cas positifs au COVID-19 de la base de données COVID-19 d'Ouganda qui vient du bureau de la d'incidence du commandant. Ce sont des données qui sont du mois de septembre 2020. Alors, pourquoi comorbidité? Nous avons analysé qui est plus susceptible d'avoir une maladie plus sévère en nous, qui se détache, les groupes de 30 à 39 ans, jusqu'à 80 et plus. Statistiquement, il y a un risque plus élevé de souffrir d'une maladie COVID-19 plus sévère, un risque 3 fois plus élevé dans les groupes de 80 à même plus de 80. Spécifiquement pour la comorbidité, on peut voir qu'une personne avec une comorbidité était 2 fois plus susceptible d'avoir une maladie COVID-19 sévère, et avec ceux qui ont plus d'une comorbidité, le risque est monté jusqu'à 23 fois plus susceptible d'avoir une maladie COVID-19 sévère. La question suivante est: qui est le plus susceptible de décéder de COVID-19? Avec le groupe 50 à 59 et plus, il y a une plus grande possibilité de mourir en Ouganda, avec un risque 6 fois plus grand pour les groupes de 50 à 59 et même 52 fois plus élevé pour les personnes de 80 ans d'âge et plus. Si on regarde la comorbidité, avec une maladie similaire, une comorbidité 2 fois plus élevée, 33 plus susceptibles de mourir. Alors, quelles sont les comorbidités sur lesquelles on doit se concentrer avec ces comorbidités? Avec les maladies que les gens avaient, le diabète est 8 fois plus susceptible d'avoir une maladie sévère. Hypertension, 2 fois et demi plus susceptible. Ensuite, les maladies chroniques des organes, cœur, reins, foie et autres maladies chroniques, cancer, tuberculose, obésité, etc., 2 fois plus susceptibles de mourir. De manière surprenante, pour VIH, il n'y a pas véritablement un risque
beaucoup plus élevé de maladies. Et ça, c'est pour les maladies sévères. Mais pour le risque de décès, on peut voir que le diabète, c'est 15 fois plus susceptible de mourir, l'hypertension, 3 à 4 fois plus susceptible de mourir, et les maladies chroniques des organes, cœur, foie, reins, 2 fois plus susceptibles, et autres maladies chroniques, 2 fois et demi de probabilité supérieure de pouvoir de décès. Sur base de ces informations, on a pu définir la catégorie 1B au niveau de la prioritisation en Ouganda. Toutes les personnes au-dessus de 50 ans d'âge en doses limitées et avec des doses limitées pour les personnes de plus de 50 ans d'âge, et surtout les personnes de tout âge avec une comorbidité à haut risque. Et quelles sont ces comorbidités? Diabète, hypertension, maladie d'organes chroniques, cœur, foie, rein, autres maladies chroniques, cancer, TB, obstruction, obésité, et très important, les gens qui ont plus d'une comorbidité, ils devraient être traités de manière urgente avec les vaccins. Comment est-ce qu'on peut trouver les gens qui souffrent de comorbidité? La réalité épidémiologique en Ouganda, c'est que la prévalence d'hypertension parmi les adultes est sur un adulte sur 4. Mais la prévalence de diabète est à 3%. Ceci dit, seulement 7% des personnes avec hypertension sont conscientes de leurs conditions. Comment est-ce qu'on peut atteindre ces personnes? Et deuxièmement, 51% des personnes au diabète savent de leurs conditions. Ça, c'est selon les informations qui sont obtenues de sondage national de 2014 et d'autres sondages. La réalité du système de santé est que les centres de santé ont une capacité très réduite pour le diagnostic instantané. Et il y a également une question d'éthique de manque d'action après avoir fait une évaluation. Si on vaccine, quelle maladie, l'hypertension et toutes ces maladies, dans le contexte où cette capacité réduite de gérer les maladies et le manque de maladies, de médicaments pour faire un suivi, les implications de nombre élevé de ceux qui ont un diagnostic rapide de diagnostic ou d'hypertension sans un système de soutien avec un effet sur le bien-être psychosocial. Diapositive suivante. Nous avons donné des recommandations ici. L'UNITAG recommande qu'on doit se concentrer sur les personnes qui ont des conditions chroniques qui sont connues et qui sont dans le système de santé. Et c'est là qu'ils seront gérés. Les personnes qui ont été enregistrées dans un centre de santé avec un diagnostic de n'importe lesquelles de ces conditions spécifiées, dans cette présentation, diabète, hypertension, maladies chroniques d'organes ou autres maladies chroniques qui ont été mentionnées, ou les personnes qui ont été antérieurement dites par un personnel soignant qu'ils ont cette maladie ou cette condition, avec une réduction de l'âge minimal de 60 à 50 ans, va aussi s'occuper de ces personnes silencieuses, entre guillemets. Les moyens de communication sont nécessaires pour mobiliser les personnes dans cette catégorie pour aller au centre de santé pour une vaccination. Et cette communication devrait donner une justification claire sur la raison pour laquelle ces personnes ont été identifiées. Les centres de santé devraient également identifier les patients chroniques de soins qui sont dans leur dossier pour les atteindre et les communiquer. Et de cette façon, avoir accès à ces personnes qui ont une hésitation à l'heure d'accepter une vaccination.
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, eh bien, et c'est les recommandations techniques qui sont basées sur les preuves, les études et les données et qui sont disponibles pour la base de données nationale de COVID. Et c'est la façon dont l'Ouganda fait une sélection par groupe, par comorbidité, pour avoir un effet sur les communautés à l'heure de la vaccination. Je repasse la parole. Merveilleux, merci infiniment, Roy. On va passer pour écouter à Titi Lopé pour savoir quelles sont les stratégies de vaccination pour les femmes enceintes. Le son est très bas et y a-t-il une manière de parler plus haut et fort ou de trouver une autre façon de parler? C'est un peu mieux, mais si tu pouvais te rapprocher un peu plus du micro, ce serait encore mieux. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, quelle différence. Eh bien, merci. Mon ordinateur a craché ce matin. J'ai donc dû utiliser mon PC personnel. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Où que vous soyez, je m'appelle Titi Lopé Odubeyo. Je suis agent au CDC. Je travaille sur l'équipe de travail COVID-19 avec ma présence sur différents comités pour les pratiques, pour la formulation de recommandations et orientation sur les vaccins aux US, situation COVID-19. Je vais m'adresser à vous et merci pour cette invitation de ECHO pour ce webinaire important. Je vais vous parler des vaccinations pour les femmes enceintes aux US. Je suis sûr que ce n'est pas nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais pour que vous sachiez quelles sont nos recommandations et pourquoi ces recommandations doivent être suivies avec les femmes enceintes, nous savons que vu les changements physiologiques lors de la grossesse, il y a une susceptibilité d'exposition à la maladie COVID-19. Il y a un an que ceci dure et nous avons davantage d'informations sur ceci sur la base de ce que le groupe de Birmingham a fait, a étudié, et je sais que beaucoup d'entre vous êtes conscients de ceci. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les personnes enceintes sont en risque plus élevé d'avoir la maladie COVID-19, ainsi qu'une possibilité de décès lorsqu'on regarde la maladie sérieuse. C'est la mission au centre de soins intensifs et également de donner d'avoir l'enfant de manière prématurée. Ceci a un effet au niveau de mort-né et également de besoin d'avoir les nouveau-nés en soins intensifs. Spécifiquement, nous avons établi que le risque augmenté pour les femmes enceintes est bien présent. C'est un risque qui existe. Mais par rapport au vaccin, qu'est-ce que nous savons au sujet des informations, des données? Mais notre premier présentateur nous a montré quels sont les vaccins et les recommandations avec des données limitées au niveau de COVID-19 vaccination. Mais il y a davantage d'informations qui sont en train d'arriver avec les profils. Mais spécifiquement avec ces décès, les recommandations au sujet des préoccupations sur base des études Pfizer, Moderna, les vaccins qui sont autorisés avec Janssen, autorisés aux US. Les femmes enceintes avaient été exclues des essais initialement. Alors, pour parler des informations, c'est limité au niveau de COVID-19 avec les femmes enceintes. Il n'y a eu aucune inquiétude pour les personnes
qui ont été exposées parce que les personnes enceintes avaient été exclues. Certaines personnes se sont retrouvées enceintes et directement après. Il y a très peu d'indications d'inquiétude. Pour ce qui est de la biologie et de la façon dont ces vaccins fonctionnent, avec les vaccins agnovecteurs, mRNA dégrade rapidement et n'entre pas le noyau de la cellule et adénovirus Ebola vaccin a été utilisé parmi 2 personnes enceintes avec d'autres plateformes de vaccins qui utilisent une plateforme similaire, par exemple. Au niveau d'Ebola, on n'a pas vu de problème de santé et de sécurité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Avec toutes ces informations qui sont regroupées au niveau des risques, il n'y a pas d'inquiétude supplémentaire. Les femmes enceintes peuvent choisir d'être vaccinées. Il y a maintenant une conversation sur le besoin du personnel soignant d'aider les femmes à prendre une décision bien réfléchie. Cependant, il n'est pas nécessaire que ce soit fait avant la vaccination. Définitivement, comme ça a été mentionné, c'est le personnel soignant qui va aider ces personnes enceintes à l'heure de prendre une décision. Aux US, j'insiste, ce n'est pas nécessaire, obligé avant de faire une vaccination. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Aux US, on peut voir sur cette charte, sur cette carte, l'accès où les personnes enceintes ont accès avec les vaccins COVID-19 autorisés, l'accès pour les personnes enceintes a augmenté avec une allocation limitée, avec des disponibilités limitées au départ. Il y a toujours des limitations, mais la disponibilité est meilleure. Les femmes enceintes n'étaient pas dans un groupe spécifique en phase 1A. Ici, c'était le personnel soignant et personnes qui vivaient dans des EHPAD. Avec l'arrivée de davantage de vaccins en quantité, les groupes de priorité se sont ouverts et certains États ont même les femmes enceintes comme groupe prioritaire. Dans la plupart des États, c'est la phase 1C. Certaines personnes ont déjà parlé de ceci. C'est la phase 1. C'est lorsque l'on voit ici, avec des femmes enceintes qui ont accès avant la population générale aux vaccinations parce que elles sont considérées comme personnes à risque sur base des informations dont nous avons parlé il y a quelques instants. Les recommandations, c'est que il y a une décision importante à prendre avec les informations malgré tout limitées sur l'efficacité et la sûreté. Beaucoup de choses à discuter de la part des femmes enceintes avec le personnel soignant. C'est de voir le risque d'avoir le virus au niveau de la transmission communautaire et le niveau d'exposition qui est basé sur l'environnement, le travail, etc. Le risque de COVID-19 pour le fœtus est quelque chose qui a été mentionné, qui devrait être mentionné, l'efficacité du vaccin. Il n'y a pas d'information définitive sur l'effet du vaccin sur les femmes enceintes, mais l'attente est que ce sera fort similaire au niveau de l'efficacité. Il y a beaucoup d'études qui sont en route, parmi lesquelles aux US, pour regarder l'efficacité du vaccin sur les femmes enceintes. Il faut voir quels sont les effets secondaires de ce vaccin par rapport aux personnes non enceintes et les personnes enceintes. On verra un peu plus ce qui se passera avec les informations convergentes entre les personnes enceintes et les pas enceintes. Et surtout, une chose importante pour les femmes enceintes, c'est qu'il y a des données qui sont en convergence. Le CDC
a un programme de suivi qui s'appelle VSafe. Et il s'agit d'un système, un nouveau système qui a été mis en place pour étudier la sécurité du vaccin en temps réel. Le CDC a des systèmes traditionnels pour faire un suivi et un enregistrement, mais ceci prend du temps. Après une vaccination, il faut aller sur une application basée sur pour voir les personnes qui ont eu un vaccin, pour voir VSafe. C'est sur base d'inscription volontaire. Si ces personnes s'inscrivent et reçoivent un message de texte avec un questionnaire pour faire un suivi pendant la première semaine, pour recevoir un message du CDC qui fait une étude sur la première semaine et c'est de manière hebdomadaire pendant 6 semaines, 3 mois, 6 mois et 12 mois par après. Si c'est 2 doses pour le vaccin, il y a une vérification après la deuxième dose. Typiquement, les questions sur l'impact, la capacité de travailler, s'il y a eu besoin de recevoir des soins de santé. Et ces personnes qui ont reçu des soins de santé, nous avons un centre un centre d'appel pour avoir davantage d'informations sur les effets négatifs ou pourquoi les soins de santé ont dû être administrés. Diapositive suivante. Lorsqu'on regarde les personnes qui sont inscrites volontairement et qui ont des questions par rapport à la grossesse, les femmes enceintes qui reçoivent leur vaccin, et s'il y a également un test de grossesse après avoir été vacciné. Les informations disponibles à cette heure présente, il y a deux possibilités. La première, c'est via le système public avec les personnes qui ont dit qu'ils étaient enceintes avec le vaccin ou peu après le vaccin, c'était 30 000, avec une mise à jour qui est montée à presque 70 000, avec des personnes qui étaient enceintes ou qui sont devenues enceintes très peu après avoir été vaccinées. Ce chiffre continue à augmenter. Avec les actualisations, nous aurons une nouvelle diapositive parce qu'à ce moment-là, nous pourrons revoir ceci et je mettrai un lien pour que vous voyez ce chiffre actualisé. Tous les mardis, ce chiffre est actualisé avec les chiffres disponibles jusqu'au lundi. Et donc, si vous allez sur cette page web, vous aurez nécessairement les données actualisées de manière hebdomadaire. Alors, pour ce qui est du VSafe, pour n'importe quelle personne, enceinte ou pas enceinte, nous avons défini les personnes enceintes. À partir de là, il y a un bras supplémentaire sur lequel je travaille qui est des personnes qui sont enceintes pour confirmer qu'il y a grossesse, parce que parfois il y a des erreurs lorsque cette information est mise sur le téléphone, smartphone. Ensuite, la question, y a-t-il une grossesse une fois par trimestre? Après la naissance, 8 semaines, et nous faisons un suivi, pas trop longtemps, mais jusqu'à 3 mois. Nous avons d'autres systèmes qui permettent de faire un suivi jusqu'à 1 année. Les données du registre de la base de données VSafe grossesse, au mois de février, nous avions 1800 et quelques personnes inscrites. La semaine passée, lundi, nous avions presque 4000. Le chiffre que vous verrez aujourd'hui sera 4300 et quelques. Il y a donc un retard parce qu'on voit que c'est un gros chiffre et ensuite nous avons une différence avec la base de données VSafe. On pourra parler de ceci dans la fois en question si vous le souhaitez. Aujourd'hui, il n'y a eu aucun signe de problème, mais pour être transparent, c'était des grossesses avec une vaccination au bout d'un trimestre et il y a bien sûr des inquiétudes au niveau d'abnormalités congénitales qui se produisent très tôt dans la grossesse et cette information doit encore nous parvenir.
Il y a également des informations convergentes au niveau des questions qui sont posées lorsqu'une personne enceinte essaie de décider et s'il faut se faire vacciner ou pas. Il y a une protection du bébé. Est-ce qu'il y a une transmission des anticorps lorsque l'on donne le sein? Les études initiales semblent montrer que lorsqu'il s'agit d'une personne enceinte ou non enceinte, il y a des effets similaires et que pour les grossesses complétées, un petit chiffre semble montrer que les anticorps étaient présents dans le cordon ombilical avec le transfert transplacenta. Ceci est très encourageant. On ne sait pas ce que ça veut dire précisément au niveau de la protection immédiate des nouveau-nés. Nous espérons que les vaccins protégeront ces nouveau-nés, mais il semblerait initialement que c'est bien le cas. Question commune à l'heure de la vaccination et de la grossesse. Il y a des tas de questions qui sont généralement posées. Il y a une page web de CDC. Le public général a accès à ces pages pour les réponses de caractère général. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et nous avons des ressources pour le public général. Avec les femmes enceintes, information sur le vaccin. J'aimerais vous remercier. Désolé pour les problèmes techniques initiaux et j'espère que vous avez pu m'entendre et j'essaie de parler moins vite pour les interprètes et le public en général. Merci. Merveilleux. Avant de passer à la présentation suivante, il y a quelques personnes qui essaient de savoir comment mettre en silence le langage original. Vous pouvez cliquer sur l'icône qui dit interprète et vous faites mute sur la langue originale. Et pour ce qui est des questions, allez sur la séance QA pour que nous puissions répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Sur ce, je passerai la parole à notre dernière présentation sur la stratégie de vaccin dans les environnements humanitaires. C'est pour Eba Pacha et Alejandro Costa. Bonjour, je m'appelle Eba et nous aurons Alejandro qui sera avec nous dans quelques instants. Cette présentation a à voir avec les vaccinations dans les environnements humanitaires et on parle de conditions humanitaires. Les populations mondiales sont touchées par des désastres ou des conflits. On va se concentrer sur les pays qui sont définis comme étant dans une zone humanitaire globale, des pays qui ont été identifiés ou qui ont demandé le soutien international. Il s'agit de 56 pays, comme vous pouvez le voir ici, 235 millions de personnes qui ont été identifiées avec une évaluation en besoin d'une assistance critique. Les clusters de santé représentent 130 millions de personnes. Et lorsque l'on peut voir sur ce graphique, 70% de ces pays ont commencé avec leur campagne de vaccination ou ont des vaccins disponibles dans ces pays pour commencer leur processus. Quelques messages clés sur lesquels nous insistons pour ces pays dans les environnements humanitaires, c'est que les autorités nationales sont responsables pour donner service, n'importe quel service, à tous ceux qui sont sur ce territoire. Et ceci est un support pour les principes de santé publique pour que toutes les populations aient accès à une réponse COVID-19 ainsi qu'une vaccination pour réduire les morts et les maladies, en sachant que nous devons finir par être tous en sécurité. Ça veut dire quoi? IDP, réfugiés, personnes retenues, migrants, légaux ou illégaux, sans documents, personnes sans État, apatrides,
qui sont dans des territoires occupés, etc., mais aussi ceux qui sont dans des zones difficiles d'accès, que ce soit géographiquement ou pour des raisons de sécurité, y inclut des zones qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement. Ceci représente à peu près 60 à 80 millions de personnes qui sont dans ces zones. Il y a beaucoup de choses ici à dire sur ce que cela veut dire d'atteindre ces personnes. Mais venons à le dernier point sur la droite, ce que nous devons faire en termes d'intentionnalité. Et c'est faire en sorte que nous comprenions comment atteindre ces groupes. Et lorsque l'on parle de stratégie, de vaccins, des cliniques mobiles, des personnels, municipalités, comment aller dans certaines zones ou dans certains pays où c'est défini, quelle est la chaîne de froid pour pouvoir atteindre ces populations qui sont difficiles d'atteindre, communication, mobilisation sociale qui accompagne ceci, quelles sont les peurs et les craintes qui existent. Est-ce qu'on fait un suivi? Est-ce qu'on fait un suivi de l'équité des vaccins? Est-ce que ces populations peuvent informer d'effets secondaires ou d'effets adverses? Diapositive suivante. Je vais me concentrer sur ce que la campagne représente au niveau de la campagne dans ces environnements immunitaires et pays. Et ça représente 3% ou 10% parce que les vaccins sont limités en nombre de disponibilités. Mais ce que l'on sait de réponses convenues dans les environnements immunitaires, c'est que le personnel soignant a ses propres besoins, mais souvent c'est ignoré parce que ce sont ceux qui assistent et ils sont également affectés par le COVID-19. Le message est nécessaire pour le personnel soignant. Il y a des délais à l'heure d'avoir une orientation technique et c'est la même chose pour les vaccins. Mauvaise information, désinformation sur ce qui est mis disponible. Le personnel soignant a des besoins d'intersection avec la population. On a des personnels soignants qui sont IDP, qui sont réfugiés, qui vivent dans des zones peu sécurisées et donc ils sont non seulement inquiets de par la position de personnel soignant, mais aussi à cause d'une vulnérabilité qui déjà existe, peur de transmission de COVID-19, non seulement pour leurs patients, mais également pour leur famille, leur communauté, comme ça peut être vu lors des efforts de réponse au coronavirus avec des attaques qui ont été commises contre le personnel soignant, malheureusement. Il faut donc que l'on réfléchisse à qui nous essayons d'atteindre et comment nous essayons de le faire. Certains défis que nous avons vus dans les pays qui ont commencé avec leur campagne de vaccination, c'est le manque de temps pour la mobilisation de la communauté souvent. Il y a eu des dates de péremption de vaccins très courtes. Certains vaccins doivent être utilisés dès le mois de juin ou juillet. Et comme ça a été indiqué, il y a une résistance au vaccin parmi le personnel soignant aussi bien que parmi la population. Ça peut être des inquiétudes par rapport au vaccin ou une idée que COVID-19 n'est pas une menace réelle. Il y a souvent une documentation qui est nécessaire pour prouver lieu de résidence pour pouvoir recevoir le vaccin. Nous savons que ceci va créer des exclusions et nous devons y réfléchir ainsi que l'atteinte dans des endroits qui ne sont pas sûrs. Il y a des trous noirs dans des pays où il y a des conflits existants. Je vais donc passer à la diapositive suivante avec quelques bonnes nouvelles. Pour l'Irak, il y a une campagne qui a commencé et il y a une prioritisation du personnel soignant et personnes plus âgées avec des conditions de comorbidité. Oui, alors merci. Et comme on peut le voir, ça s'est bien passé la première dose. 80 000 personnes ont déjà reçu les premières doses. Et on peut voir que le panorama du vaccin est assez large. AstraZeneca et d'autres vaccins comme Pfizer et Sputnik vont être mis à disposition du public. Il y a donc des complexités en rapport avec ceci.
un bon exemple par rapport à l'équité du vaccin. Comme on peut voir, en Irak, il y a un suivi des IDP et des réfugiés. Et oui, c'est bas pour l'instant, mais ils n'ont pas commencé leur campagne pour les camps IDP. Mais il est intéressant de voir qu'il y a un suivi au niveau de l'équité du vaccin. Certains des succès qui ont été vus, c'est que oui, il y a une implication dans le déploiement, la planification, la formation, le suivi avec les plateformes numériques qui ont été utilisées, non seulement à l'heure de s'inscrire, mais également pour faire un suivi. Et le gouvernement est engagé à donner le vaccin via différentes chaînes. COVAX en est une. Comme on peut voir, il y a déjà un engagement à faire en sorte qu'il y ait une équité pour les réfugiés et les IDP. Ceci dit, comme je l'ai mentionné avant, le vaccin doit faire face à une certaine résistance, une partie du personnel soignant. Et ceci est dû à certains messages qui circulent, qui parlent d'infertilité, etc. Mais ce qu'il faut faire, c'est que le ministère de la Santé ait une initiative pour communiquer le message correct. Sur ci, je vais passer la parole à Alejandro qui est à l'OMS. À vous. Oui, bonjour, je m'appelle Alejandro Costa, je travaille à l'OMS et mon travail est celui du mécanisme humanitaire. C'est pas ma diapo, ça. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je vais présenter brièvement ce mécanisme qui vient d'être approuvé par Gavi et qui sera disponible dans un mois plus ou moins. Ce système humanitaire est un mécanisme pour faire en sorte que toutes ces populations auront accès à ce vaccin. Ce mécanisme fait partie de COVAX et représente plus ou moins 5% du volume des doses de vaccins qui sont pour les pays qui ont adhéré à ce système. Soit ils font partie des pays Gavi ou c'est des pays à obtention propre. C'est leur dernier recours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les gouvernements ne peuvent pas inclure toute la population qui se trouve sur leur territoire, pour la raison que ce soit, Eba a mentionné qu'il y a des crises humanitaires ou ce sont des réfugiés ou c'est des populations déplacées, ou directement les gouvernements ont décidé de ne pas inclure ces populations dans les plans de développement parce qu'il y a une situation dans le pays en question, une guerre civile ou des populations déplacées pour la raison que ce soit. Et le plan avait été approuvé, mais ces populations ne sont plus incluses. Ces gouvernements ou ces pays et les agences humanitaires qui travaillent sur cette question peuvent demander ce vaccin qui est réservé pour ces crises humanitaires. Et ces vaccins seraient en supplément des vaccins qui ont déjà été distribués à ces pays. Ce mécanisme est très simple. Il s'agit de la mise en place de l'application qui est très simple. La mise en place sera peut-être un peu plus compliquée parce que les agences ou les pays qui présentent cette demande pour montrer d'avoir accès à ces populations. Je crois que ceci est très clair. Je serais heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et pour conclure, ce mécanisme est créé pour protéger cette population, mais ce n'est pas un mécanisme qui pourra protéger ou couvrir toute la population. Il y a donc un mécanisme pour un ordre de priorité et un comité interagences
qui est responsable alors de prendre des décisions sur la manière dont ces vaccins seront distribués avec les principes au niveau de la distribution de ces vaccins. À vous. Merci infiniment, Alejandro. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, rappel rapide que les enregistrements de cette séance seront disponibles en français, en anglais et en espagnol. On peut continuer avec cette conversation via Technique ou Telegram. Prochaine séance, 13 avril. Travailleurs de la santé, 20 avril. Mobilisation, financement des ressources pour augmenter la vaccination COVID-19. Même lieu, même heure, même endroit. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions sur cette séance, mais nous allons faire une collecte de toutes ces questions pour les passer à nos experts techniques pour qu'ils puissent y répondre. Encore une fois, vous pouvez avoir accès à ces QA pour poser vos questions. Sur ce, je remercie infiniment tous nos présentateurs. Merci à ceux qui ont été présents, l'équipe ECHO en Inde et nos merveilleux interprètes pour cette séance très intéressante et pleine d'informations. Nous avons 1 minute pour que vous puissiez écrire vos questions dans la case QA et après cela, nous mettrons un terme à cette retransmission d'aujourd'hui. Eh bien, je crois que l'heure est arrivée pour nous de mettre un terme à cette retransmission d'aujourd'hui. Encore une fois, 1000 merci à tous nos présentateurs, nos interprètes, l'équipe ECHO et tous ceux qui ont participé à cette séance d'aujourd'hui. À la semaine prochaine.